été exceptionnel dans l'histoire de l'humanité qu'une crise sanitaire ait impacté autant dans l'économie mondiale de tous les pays. Et le Sénégal n'y échappe pas. Cette crise est une crise non seulement inattendue, brutale, dans ses conséquences, sur le plan social et sur le plan économique, mais c'est une crise également qui semble persister. Alors, donc, dans un tel environnement, celui qui a la responsabilité de la gouvernance du pays ne peut ne pas intégrer les différents paramètres de cet environnement pour décider sur cette base des orientations, des réajustements qu'il faut faire, autant dans la définition des politiques, dans les réajustements des politiques, que dans la mise en place des dispositifs chargés de conduire ces politiques-là. À cela s'ajoute un autre élément extrêmement important que nous devons garder à l'esprit. Nous sommes dans un environnement mondial et un environnement sous-régional particulièrement tendu et agité. Notre sous-région est en proie à des convulsions très fortes de toute nature, avec des soucis sécuritaires qui pèsent sur la plupart de nos pays. Il faut les Sénégalais se rendre compte aussi que notre pays, de ce point de vue, a une responsabilité particulière. La responsabilité du président Macky Sall transcende aujourd'hui nos frontières. Parce que tous ceux qui sont en analyse de la géopolitique mondiale intègrent le Sénégal parmi les principaux pôles de stabilité sur notre continent. Alors, dans un environnement aussi agité, le principal pôle de stabilité, l'un des principaux pôles de stabilité que nous constituons, mérite une attention et une gestion particulière. Et là, vous partagez le point de vue d'Idriss Seck qui semble dire attention, le Sénégal n'est pas un îlot isolé là-bas dans l'océan. Mais tout à fait, les gens ont tendance à oublier que nous sommes un pays, nous sommes une nation, mais nous vivons dans le monde. Et nous vivons en Afrique. Et en particulier, nous sommes pas à l'abri forcément. On est au cœur du Sahel et des crises et des convulsions qui se déroulent sous nos yeux. La menace djihadiste est là, les questions sécuritaires sont là. Les crises économiques et sociales aggravées par les problèmes sécuritaires sont également là et trappent dans nos portes. Les phénomènes qui se passent au Mali, ailleurs, ou dans n'importe quel autre pays, se répercutent directement sur nous. Alors donc, ce sont là des responsabilités qui se pèsent sur les épaules du chef de l'État et des hommes et des femmes qui ont la charge de gouverner ce pays qu'il faut aussi intégrer à tout instant. Ensuite, n'oublions jamais que notre pays a évolué pour changer de statut. Nous sommes devenus un pays pétrolier et gazier. Or, comme on dit, le pétrole, autant il peut être une bénédiction, autant il peut être une malédiction. Le monde ne porte plus le même regard sur le Sénégal. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et notre pays ne peut pas échapper aux convoitises de tous les grands groupes, voilà, compte tenu de ce que le pétrole représente comme enjeu politique, au-delà même des enjeux financiers et économiques. Alors, c'est autant de paramètres que nous devons aujourd'hui intégrer dans l'évaluation de notre contexte et dans l'appréciation des décisions que l'on prend, voilà, face à un tel contexte. Alors, c'est un peu sur ces sujets-là, je pense qu'il est important que nos compatriotes comprennent que l'on est dans un monde agité, de surcroît traversé par des crises, une profonde crise de la démocratie. Absolument. Les inégalités sont persistantes à l'échelle du monde, ce qui justifie d'ailleurs l'appel que le président Macky Sall a lancé à la faveur de la Covid pour qu'on relance le débat sur le nouvel ordre mondial, international, parce qu'il y a un ordre qu'il faut renégocier, dont il va falloir renégocier les termes pour qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice sociale. Alors, c'est là aussi des dimensions de la politique nationale que nous devons intégrer dans l'évaluation de ce qui se passe chez nous. C'est ça, c'est autant de situations à la limite graves qui, selon vous, expliquent aujourd'hui l'appel du chef de l'État à l'ouverture à l'opposition. Vous comprenez dans ce sens-là? Absolument dans ce sens, et d'autant plus que le Sénégal présente la particularité, et ça, je pense qu'il faut le mettre à l'actif du président Macky Sall. Le président Macky Sall a développé un leadership fédérateur exceptionnel qui lui a permis de gouverner avec une coalition
dont il a garanti la stabilité sur une durée exceptionnelle. Il est exceptionnel que dans un pays démocratique, qu'une coalition aussi durable puisse être construite. C'est une prouesse politique. Hein. Absolument. Deuxième chose qu'il faut noter, le Sénégal est l'un des rares pays au monde, des pays démocratiques, où le chef de l'État, élu sur la base d'une majorité extrêmement large, plus de 60% en 2012, 58% en 2019, et qui gouverne avec des alliés à qui il a confié l'ensemble des institutions, toutes les institutions de la République. Il partage avec eux les institutions. Le Conseil économique et social, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des territoires, etc. C'est un indicateur d'ouverture et d'un leadership fédérateur dont le but est de stabiliser le pays parce que la condition du développement, les trois conditions premières du développement, c'est la paix, c'est la stabilité et c'est la sécurité. Et c'est le diptyque sur lequel Idrissa Seck a fondé son adhésion à la cause. Hein. Il parle de stabilité et de sécurité surtout. La sous-région et la relance économique. Mais absolument. Et puis à cela s'ajoute aussi, il ne faut jamais perdre de vue une autre dimension essentielle de la gouvernance Macky Sall, à mon avis, c'est cette capacité à instaurer dans le pays et de façon institutionnalisée le dialogue politique. Vous savez, le Sénégal est une des rares démocraties en Afrique où les acteurs se parlent. Ils se parlent au-delà de ce qu'on peut entendre dans la presse, ça et là. Vous comprenez quand même qu'il s'agit là d'un débat démocratique au-delà de tout. Absolument, mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie mature. Vous savez, écoutez, malgré tout le débat qu'il y a eu avant et après les élections, lorsque le président a appelé au dialogue, toute la classe politique, toute la société civile. Appelé dans le cadre du dialogue national. Oui, de la Covid même, pour enclencher les mesures d'exception. Il a appelé tout le monde. Tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu. Et non seulement le dialogue politique a permis, pour une fois, on n'était plus dans un dialogue national, qui au-delà des considérations politiques, électorales, bon, où naturellement les différents camps gèrent leurs intérêts en termes de construction d'un dispositif qui les rassure et qui renforce notre système démocratique, sur le sujet sur lequel la majorité actuelle est parfaitement à l'aise. Mais au-delà, on a pu, sur l'ensemble des questions à enjeu, les questions institutionnelles, les questions politiques, les questions environnementales, les questions sociales, les questions économiques, recueillir l'avis, et malgré qu'il ait été élu à partir d'une majorité. Donc le Sénégal est en train d'instrumentaliser des mécanismes et des formules de gouvernance concertée. Le président Macky Sall est en train d'ériger la pratique de la concertation et de la consultation en outil privilégié de gouvernance de notre société, ce qui contribue à apaiser, à la construction d'une démocratie apaisée et contribue justement à la paix et à la stabilité de notre pays. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants. C'est dans le processus de ce dialogue que, justement, certaines entités ont pensé qu'il était nécessaire qu'au-delà des dialogues ponctuels, un débat de contribution, qu'ils aillent plus loin, ce qui est salutaire, compte tenu des nouvelles évolutions, pour travailler à élargir la base politique et sociale du régime, de manière à ce que les réformes engagées, qu'on puisse les poursuivre dans un climat de paix, de stabilité et de sérénité. Un climat de paix et de sérénité. Est-ce que vous pensez que la mise en application, la mise en œuvre à l'état de ces mécanismes de gouvernance, de concertation, peuvent permettre au Sénégal d'échapper un peu à ce qui se passe dans la sous-région? Ah mais oui, le secret, je vous dis, le secret du développement, c'est d'abord la stabilité. On ne peut pas conduire des réformes dans le contexte d'un pays agité. Ce n'est pas possible. Surtout, il faut que nous, on prenne conscience du fait que si on veut calquer le modèle de démocratie avancée qu'il y a en Occident, que nous vivons en Occident, sur les référentiels, oui, mais sur les modalités, il faut qu'on se donne la capacité de penser notre modèle pour l'adapter aux réalités de notre contexte. Il ne faut jamais qu'on oublie
qu'on est dans des pays où les fondamentaux, on n'a pas encore achevé de les construire. Le président l'a dit et il l'a répété. On n'a pas encore assuré notre sécurité alimentaire. On n'a pas encore réglé les accès universels à l'éducation, la santé. On n'a pas réglé la question de l'accès universel à l'énergie. Nous avons, et tous ces pays avec lesquels, dont on veut calquer le modèle, c'est des pays où ces questions sont réglées depuis un siècle bientôt. Alors, donc, un pays qui est en construction, où les fondamentaux, on n'a pas achevé de les construire, ce n'est que dans le consensus le plus large qu'on peut le construire. Surtout que le Sénégal a pris l'option de dire, nous envisageons, notre option, c'est de relever le défi du développement dans le contexte d'un pays démocratique et d'un état de droit. La plupart des pays qui ont pu réussir le développement de façon accélérée, c'est dans le cadre de régimes autoritaires. Le pari du Sénégal, c'est de dire nous sommes capables de réussir le pari de notre développement dans la démocratie et dans le respect de l'état de droit. La concertation. Donc, voilà. Alors, c'est pourquoi la concertation, la consultation. Ensuite, il faut savoir que la démocratie évolue. Et ça, je pense que c'est un peu le génie du président Macky Sall de l'avoir compris et pratiqué. Vous savez, le suffrage universel est devenu une condition nécessaire, mais plus suffisante pour gouverner nos pays dans la société, dans la stabilité et dans la durée. On est dans des contextes de démocratie et d'opinion où les citoyens revendiquent de plus en plus... Les réseaux sociaux, non seulement les réseaux sociaux, voilà, qui bouleversent complètement l'écosystème de l'exercice de la politique, mais mieux, les citoyens revendiquent plus de pouvoir. Ça développe une nouvelle opinion publique. Mais absolument, donc il faut de plus en plus combiner démocratie représentative et démocratie délibérative et participative. Alors, c'est de ce point de vue que je considère que le Sénégal est en train d'expérimenter un modèle démocratique extrêmement innovant et très intéressant. Et qui est vendable, mais sur le monde entier. Mais voyez ce qui se passe en ce moment dans les pays qu'on considère comme des références en matière de démocratie. Les États-Unis. Partout dans le monde, les États-Unis, en France, les gens sont enlisés dans des conflits sans fin. Alors que nous, on invente chaque jour les nouveaux outils qui nous permettent de gérer notre vivre ensemble. On l'a vu avec sa prise en charge du Covid, comment il a géré la pandémie avec la réussite de la phase de la résilience qu'il a valu au Sénégal, la place qu'il a eue dans le classement mondial. Tout à fait. Cet homme-là, est-ce qu'aujourd'hui, il peut se donner lui-même un modèle dans la sous-région? On est dans un contexte très agité. Qu'est-ce que, selon vous, le Sénégal doit aujourd'hui mettre dans la corbeille de la sous-région de l'humanité? Oui, c'est à nous. Voilà, c'est à nous, hommes politiques, c'est à nous, intellectuels, c'est les intellectuels, les hommes politiques, justement, d'évaluer, d'avoir une lecture, une lecture saine, une lecture positive, une lecture constructive des modèles qu'on est en train d'expérimenter. Le Sénégal, aujourd'hui, est en train, sans qu'on se rende compte, de se constituer un laboratoire démocratique. Voilà. Et malheureusement, le débat public est tellement pollué par les questions interpersonnelles qu'on ne se donne pas le temps du recul pour envisager les choses dans leur globalité. La CEDEAO, elle est ce qu'elle est, elle est dans le contexte qu'on sait aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire et tout ça. Lui, il peut s'ériger en... Ah non, la CEDEAO, pour moi... Non, je veux dire, le Sénégal, sous l'égide de Macky Sall, aujourd'hui, a un rôle important à jouer dans et il le joue déjà. Il l'a déjà joué. Il l'a joué sur tous les théâtres d'opération, partout où il y a eu des crises. Voilà, il l'a joué sur la Gambie. Il a aidé. Le rôle du Sénégal était déterminant dans le dépassement de la crise gambienne. Sur le Burkina, sur la Guinée-Bissau et récemment sur le Mali. Alors, donc, ce leadership, il va falloir qu'on puisse le renforcer. Que vous le portiez, que la classe politique de manière générale... Oui, bien sûr. Mais surtout la CEDEAO, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les problèmes sécuritaires tels qu'ils se posent aujourd'hui et les défis d'unité et de cohésion nationale tels qu'on les vit, avec les conséquences que ça a dans le fonctionnement de nos États, Dieu merci, jusque-là, on y échappe, mais il est essentiel que la CEDEAO évolue dans ses missions pour s'accorder des buts politiques encore beaucoup plus audacieux.
Voilà. Jusque-là, on est sur la gestion des élections, les principes généraux, voilà, multipartisme, démocratie. Mais il faut qu'on évolue. Par exemple, moi, je suis de ceux qui pensent, et j'en suis convaincu, que sur les questions de défense, nos pays laissés à eux seuls feront face avec efficacité, difficilement. Et je pense qu'il est temps d'avoir une politique intégrée commune de défense, par exemple. Et ça, voilà pour moi les bons débats sur lesquels nous devons construire. Mais pas sur les débats politiciens. Vous citez aujourd'hui les enjeux de ce nouveau gouvernement ailleurs que sur le stade Mais politico-politicien. bien sûr, Certains parlent de gens qui auraient des agendas aujourd'hui avec qui le président s'est séparé. Vous dites que les enjeux sont ailleurs, mais mais ils pas sont sur... ailleurs. Ils sont ailleurs. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a rien. Mais écoute, moi, j'ai l'expérience du pouvoir. Hein. J'ai été combien de fois ministre, je suis parti, je suis revenu. Mais en quoi ça a gêné ma vie? J'aime bien citer le cas de l'expérience de doyen Habib Thiam. Habib Thiam, moi, je ne suis pas socialiste, je ne l'ai jamais été. Mais j'ai toujours eu du respect pour cet homme. Par exemple, il a été Premier ministre. Et lorsqu'il a quitté cette fonction, il est allé dans le privé, monter une entreprise familiale, une entreprise qui a contribué au développement du pays. On l'a rappelé. Il est redevenu président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a quitté, il est devenu PCA d'une banque, la B6. Mais voilà pour moi un modèle d'homme d'État. Un homme d'État, il doit pouvoir être capable, quel que soit le lieu où il se trouve, de pouvoir servir son pays. Alors, donc, pour moi, et d'ailleurs, c'est dans les épreuves aussi, pour quelqu'un qui a une ambition politique, c'est dans les épreuves, voilà, qu'on se forge une carrière politique. Mais si dès la première escarmouche, bon, voilà, on s'agite, non, c'est pas vrai. Et les hommes et les femmes avec qui le président a travaillé jusque-là, je suis convaincu, tel que je les connais, qu'ils sont suffisamment matures, voilà, suffisamment responsables et suffisamment patriotes pour comprendre que le Sénégal est au-dessus de nos personnes. Le Sénégal est au-dessus de nos personnes. Aujourd'hui, le chef de l'État part d'un gouvernement d'attaque. Il veut très rapidement réaliser les objectifs du PAP 2. Il faut de l'engagement. Aujourd'hui, ce communiqué du Conseil des ministres qui fait état de l'arrêt de tout ce qui est folklore lié aux passations de services dans les ministères. Vous comprenez cela? Mais c'est fondamental, c'est fondamental. C'est ça la finalité. C'est la transformation de notre économie et de notre société. C'est ça la finalité de l'action politique. La finalité de l'action politique, ce n'est pas le débat sans fin. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité dans l'intérêt général et dans le respect des droits de la minorité. Mais la majorité, sa mission, c'est de se mettre au service de l'intérêt général, y compris de l'intérêt de la minorité qui appartient à la société. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Si on veut pacifier l'espace, c'est pour permettre au gouvernement d'avoir une traversée tranquille. Parce qu'au-delà même de l'élargissement des bases politiques du régime, le président de la République, dans le communiqué du Conseil, a fait état aussi de la nécessité de pacification de l'espace social. Absolument. Voilà, parce que c'est les deux conditions pour que les réformes puissent être menées avec le soutien de l'ensemble des acteurs de la vie nationale. Et comme cela, on pourra gagner la bataille de la relance économique. Et du développement, c'est ça la finalité. La finalité, c'est le développement. Nous avons un plan Sénégal émergent qui se fixe l'objectif de l'émergence à l'horizon 2035. 2035, c'est demain. Dans la vie d'une nation, c'est 15 ans. 15 ans, c'est rien du tout dans la vie d'une nation. Aujourd'hui, nous avons le PAP 2A, on a réalisé la première phase. Sur la deuxième phase qu'on avait lancée, la Covid est venue bouleverser toute notre trajectoire. On est en train de se réajuster avec le PAP 2, réajuster et accélérer. Oui. Et c'est ce qui justifie le réaménagement de tout ce dispositif-là. Alors, c'est maintenant qu'il va falloir entamer la seconde phase. Une fois qu'on aura bouclé la seconde phase, nous allons pouvoir résolument aller avec les possibilités que le pétrole et le gaz vont nous offrir d'ici peut-être l'échéance à partir de 2022-2023, nous aurons suffisamment de moyens pour pouvoir accélérer le changement et aller résolument et rendre irréversible le processus d'alternance. Et de ce point de vue, l'école, la santé, le capital humain, l'investissement sur le capital humain constitue un axe fondamental.
La politique d'inclusion sociale, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est le progrès social qui est la condition et le moteur du développement économique. Alors, donc, c'est pourquoi les politiques d'inclusion sociale et la gestion du capital humain constituent les leviers fondamentaux sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour poursuivre le processus de transformation de notre économie et de notre société. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que ceux qui ont rejoint le gouvernement venant de cette coalition-là, comme Idriss Seck, Oumar Sarr, ils ont compris un peu ce message-là, ils semblent s'approprier un peu ce programme-là, il dit c'est appesanti dessus durant son... Mais écoute, lorsque tous les deux, quand vous les entendez parler, tu vois bien qu'ils se sont appropriés la politique, c'est des hommes d'État quand même, hein, c'est des hommes d'État, voilà. Et c'est la chance d'ailleurs du Sénégal. Nous avons la chance d'avoir dans la majorité comme dans l'opposition des hommes et des femmes qui ont une expérience d'État avérée. C'est une de nos chances. Qui savent dépasser leur propre intérêt personnel pour se mettre au service de l'intérêt public. Au-dessus du pays, de leur personne, pour se mettre au service du pays. Et ça, c'est une grande chance pour nous. Et même l'opposition dite radicale, elle ne ferme pas la voie au dialogue. Parce qu'à chaque fois que des enjeux nationaux se sont posés, ils ont participé au dialogue. Mais maintenant, écoutez, on est dans un contexte de radicalité pour certains, et les réseaux sociaux les y poussent un peu. On a l'impression que plus on parle, plus on existe. Et malheureusement, c'est un travers que les démocraties sont en train de subir, alors que c'est ça aussi qui crée souvent les surprises. Parce que les gens se laissent tellement entraîner par les médias et les réseaux sociaux qu'ils ne se rendent pas compte que ce sont les citoyens qui votent. Or, en toutes circonstances, en politique, il faut savoir penser et agir en fonction du plus grand nombre. Et c'est ça que le président Macky Sall est en train de faire. Il y a un fait qui est marquant dans ce nouveau gouvernement, c'est Aïssata Tall Sall qui hérite de la diplomatie. C'est quand même une première depuis l'indépendance du Sénégal, une femme chef de la diplomatie, c'est quand même... Ah mais oui, je trouve ça... C'est une très belle image finalement. Ah oui, c'est une très belle image. Sur ce plan, le Sénégal quand même bon, a fait des avancées. Déjà avec le président Wade, Mame Dior. On connaît les Condoleezza Rice aux États-Unis, mais même on a été connu des femmes premiers ministres. Absolument. Le président Wade l'a posé cet acte. Le président Macky Sall a mis notre... Mais de quoi cela dénote-t-il selon vous dans la marche démocratique du pays? Mais non, moi je pense que c'est un signe de l'évolution de nos sociétés. Parce que quoi qu'on dise, hein, d'ailleurs ça c'est un nouveau phénomène à l'échelle internationale. Aujourd'hui, les femmes, avec la scolarisation des filles, voilà, on assiste à un phénomène très intéressant d'émergence d'un leadership féminin très varié et très pointu. Voilà. Moi, je suis frappé dans beaucoup de grandes sociétés aujourd'hui, surtout sur les missions de gestion. Voilà. C'est comme si, il y a un code non écrit qui fonctionne. Sur les questions de gestion, j'ai l'impression que les managers font de plus en plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Voilà, vous arrivez dans une structure, vous voyez que dans tous les niveaux stratégiques de gestion, les femmes, les filles, et souvent des filles très bien formées et très pointues. Mais je pense que ça signifie que le Sénégal est dans la marche du temps. Pour vous, la tâche ne sera pas très difficile. Elle a trouvé une diplomatie qui a été rénovée. Je pense. Et puis elle a une expérience aussi gouvernementale avant ça. Voilà. Et puis bon, c'est un cadre de très haut niveau. C'est comme toutes les femmes que le président qui ont été promues, qu'il s'agisse de Mame Dior Boye, de Aminata Touré, comme elle, de Madame Tall. Ce sont des dames qui ont le profil de l'emploi. Et quel est cet ultime message qui peut aller à la classe politique, venant de vous, qui peut aller au peuple, au regard des enjeux? Il faut quand même minorer le débat politicien. Oui, on ne peut pas empêcher les gens de débattre. Il faut débattre. On ne peut pas dicter aux gens aussi le style dans lequel ils débattent. On est dans un contexte historique avec les médias et les réseaux sociaux, de développement du populisme et des radicalités. On fait avec. On n'a pas le choix. Maintenant, heureusement que nous, on est un pays, parce qu'il ne faut jamais oublier que le Sénégal est un pays d'exception. Nous avons connu une vie institutionnelle ininterrompue depuis 300 ans. Il ne faut jamais oublier que le Sénégal a participé à la vie démocratique française au Palais Bourbon depuis 1848. Et depuis lors, Dieu merci, touchons du bois. On est l'un des rares pays en Afrique et au monde à n'avoir pas connu des ruptures dans le fonctionnement institutionnel de notre pays. Alors, donc ça, c'est une chance. Nous avons la chance d'être une nation soudée, qui a pu construire des mécanismes de gestion de notre vivre ensemble. Nous avons une nation qui est marquée par un écuménisme confessionnel, religieux et confrérique, qui a aussi garanti notre stabilité.
Et c'est pourquoi c'est ce capital précieux Il faut préserver quoi qu'il arrive. À tout prix, comme la prunelle de nos yeux. C'est ça notre premier capital. C'est notre premier capital. C'est plus important que le pétrole et le gaz. Absolument. La paix. Alors, c'est de ce point de vue que je considère que tous les actes que le président Macky Sall est en train de poser pour créer les conditions de démocratie apaisée et d'une ouverture, voilà, en direction de toutes les forces politiques et sociales, c'est une perspective que nous devons l'encourager dans ce sens et soutenir. Merci beaucoup, Abdou Fall. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.